Sans détour avec François Beauregard. Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour le 20 septembre 21. Sans détour qui vous revient pour toute la saison en direct tous les lundis midi. On est très heureux de vous retrouver. On va parler politique aujourd'hui, jour d'élection, mais on va parler d'élection municipale. On va rencontrer Laurence Parent, qui est candidate dans Montréal, et on va rencontrer également Julien Racicot, qui, lui, brigue le suffrage à Saint-Bruno. Nous allons parler d'innovation avec Humanware, et plus précisément Michel Pépin d'Humanware. On va parler d'innovation, de technologie, et nous aurons notre revue de presse à ne pas manquer avec Christiane Campagna. Tout ça à Sans détour. Bienvenue! J'ai le plaisir d'avoir avec moi Laurence Parent, candidate pour Projet Montréal dans le district de Delorimier, Plateau-Mont-Royal. Bonjour Laurence, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. C'est une candidature qui a été annoncée au courant de l'été, mais la campagne commence vraiment sérieusement à décoller cette semaine, là, quand on aura le scrutin fédéral derrière nous. La bagarre des pancartes va être terminée. Et vous êtes une activiste connue dans le milieu. Vous avez fait beaucoup de choses pour pousser l'accessibilité dans le transport public et autrement. Et maintenant, vous faites le saut en politique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette démarche-là? Un désir de m'impliquer d'une autre façon. C'est une suite logique, en fait, de mon parcours. Moi, initialement, avant de plonger dans les enjeux d'accessibilité, tout ça, je m'intéressais beaucoup aux enjeux globaux, sociaux, la justice sociale. J'avais étudié en sciences politiques. C'est dans ça que j'ai fait mon bac à lauréat. Puis finalement, c'est comme la vie qui m'avait amené à tous les obstacles, en fait, que j'ai rencontrés. Oui. Les obstacles, les personnes aussi que j'ai rencontrées qui m'ont amené à me spécialiser en accessibilité. Mais là, je fais comme un peu un retour à mes premiers amours, premiers intérêts, avec évidemment, vous vous doutez bien que je vais continuer de militer pour l'accessibilité, voilà, et d'en parler beaucoup, là. Mais c'est vraiment donc la rencontre, dans le fond, de mes deux passions dans la vie. C'est la justice sociale pour tous et particulièrement l'accessibilité, le droit des personnes handicapées. Et pourquoi Projet Montréal? Parce que pourquoi la politique municipale et pas une autre? Et pourquoi Projet Montréal? Mais en fait, la plupart de mon militantisme, mais également de mes recherches, là, parce que j'ai un doctorat en fait en études du handicap, avec une dimension sur la vie urbaine, beaucoup, la mobilité. Donc, au cours des dernières années, en tant que citoyenne, en tant que militante, en tant que chercheur, j'ai pu constater là, l'importance de l'environnement, de la ville dans nos vies, puis de l'impact de la politique municipale. L'impact de la politique municipale, on a peut-être l'impression que donc, c'est un peu moins important. On en parle peut-être moins, mais en réalité, ça a vraiment des impacts directs. Là, oui, c'est la proximité, là. C'est le quotidien. Donc, c'est vraiment le quotidien, la proximité entre les citoyens et les élus aussi, la possibilité de changer certaines choses plus rapidement qu'à d'autres paliers de gouvernement, je crois, et sur le plateau Mont-Royal aussi. Donc, quand l'opportunité s'est pointée pour moi de me joindre à l'équipe du plateau, c'était très difficile de refuser cette possibilité, cette opportunité-là de ne pas sauter dans cette aventure-là, parce que sur le plateau, je pense qu'il y a une possibilité de faire beaucoup de choses. Il y a une grande ouverture, une volonté vraiment d'aller de l'avant, parfois de tester certaines choses. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne moins bien? Donc, c'est une belle opportunité. Là. Parce qu'en particulier sur le plateau Mont-Royal, il y a certainement toute une problématique d'accessibilité. Il y a beaucoup de commerces de quartier au rez-de-chaussée, mais souvent, ils ne sont pas évidemment accessibles pour toutes sortes d'embûches, là, comme par exemple des marches ou de la signalisation.
Mais il y a d'autres problèmes aussi qu'on peut retrouver dans le district où vous vous présentez, entre autres le transport en commun, la circulation automobile. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir si vous êtes élu et que vous regardez dans 3-4 ans d'ici derrière vous en disant « Qu'est-ce que j'ai fait? » Mhm. Ben, on a beaucoup de projets qui viennent de l'avant, la transition écologique. Ça, c'est tout ce qui favorise la lutte au changement climatique. On oublie souvent là, que les personnes handicapées sont les premières touchées par les grands bouleversements. On peut penser aux vagues de chaleur qu'il y a. C'est toujours les personnes qui sont les plus marginalisées qui vont en souffrir en premier. Donc, j'espère pouvoir m'assurer que dans tous ces projets-là, on n'oublie pas les personnes handicapées. Ça, c'est une chose. Également, le logement, qui est un enjeu partout à Montréal, même partout au Québec, particulièrement sur le plateau Mont-Royal. On a vraiment des enjeux d'abordabilité du logement, d'accessibilité. Donc, je sais que c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Puis, vous avez mentionné les commerces. Évidemment, j'espère qu'on va voir l'accessibilité des commerces sur le plateau Mont-Royal s'améliorer. Le métro, la station Mont-Royal va être accessible par des ascenseurs en 2022. Donc, on a vraiment une belle opportunité là. Puis, vous avez mentionné les problèmes d'accessibilité dans le plateau. Tu sais, il y a des paradoxes dans le sens où, oui, c'est un cadre bâti qui date, contrairement à certaines villes où on va aller faire nos courses dans les grandes épiceries ou des centres d'achat. C'est pas le cas du plateau Mont-Royal, mais à l'inverse, on a l'opportunité d'avoir la possibilité de se déplacer plus facilement. Tu sais, il y a plein de personnes handicapées qui peuvent pas conduire, qui pourront jamais conduire dans un arrondissement comme le plateau où tout est très proche. On a l'opportunité là, de créer des environnements plus accessibles. Des environnements sans auto, mais qui demandent de faire nos courses porte à porte. Hein? Boulangerie, épicerie, fruiterie, ainsi de suite. Alors, il faut que chacune de ces portes-là soit ouverte, soit hospitalière. Quand on fait le saut en politique, on prend un risque parce qu'il n'est pas dit que vous gagnerez. Vous pouvez gagner et être le parti qui administre Montréal. Vous pouvez gagner puis vous retrouver dans l'opposition aussi. Et à ce moment-là, est-ce que c'est sûr qu'il va falloir à ce moment-là ravaler un peu puis foncer? Est-ce que vous y voyez quand même des occasions pour vous? Oui. Si jamais c'était le cas. Je veux dire, évidemment, là, nous souhaitons ardemment la victoire de Valérie Plante à la mairie de Montréal le 7 novembre prochain. Et on est prêt dans toutes les possibilités, tous les scénarios. Puis en fait, le grand défi, je crois que de se lancer en politique, c'est qu'on s'expose dans un contexte où de plus en plus on parle de c'est ça, les médias sociaux et tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai eu un peu de vertige avant de faire le saut, mais je connaissais déjà plusieurs personnes sur le plateau, dans le parti aussi. L'importance d'avoir un bon réseau, c'est ce que j'ai aussi. Donc, c'est ça. J'ai dû comprendre, en fait, avant de prendre ma décision, que c'était normal d'avoir des doutes. Oui. Donc, quand j'ai compris ça, là, le saut était plus facile à faire. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que, quand vous vous adressez aux électeurs, aux électrices dans votre district, que vous soyez perçu uniquement comme étant la candidate de l'accessibilité? Parce que vous êtes connu pour votre militantisme, pour vos actions, votre participation à la vie citoyenne dans tout ce qui a trait à l'accessibilité. Et quand les gens s'adressent à vous, est-ce qu'ils ont... comment est-ce que vous faites pour aller au-delà de dire « je ne suis pas que la candidate de l'accessibilité » ? En fait, même si la campagne, on est seulement le jour 3, on était déjà présents sur le terrain en pré-campagne électorale. Donc, j'ai déjà une certaine expérience de porte-à-porte. Et lorsque je me présente tout de suite, moi, je parle de Projet Montréal, je parle de Valérie Plante, c'est ça le premier message. Donc, je me rends compte, en fait, que rarement on parle vraiment nécessairement de moi ou de mon handicap et tout. En fait, c'est moi parfois qui l'amène. C'est moi qui l'amène parce que je pense qu'encore une fois, pour le commun des mortels qui n'a pas d'handicap ou qui ne connaît pas de personnes handicapées, on parle très peu d'accessibilité. Donc, pour moi, en fait, j'en fais une occasion même d'en parler sans gêne. Là, puis là, les gens souvent sont comme « Ah, mais oui, c'est vrai, c'est important. » Donc, moi, en fait, je veux le mettre de l'avant, tu sais, dans le sens où il faut parce qu'on en parle tellement peu. Donc, je sais que pour le parti,
je ne suis pas que ça. Donc, je fais les deux. Tu sais, les deux en même temps, être capable de parler de tous les enjeux, c'est vraiment ça qui est vraiment mis de l'avant là, dans mon porte-à-porte, mais également de profiter de cette opportunité-là pour le mettre de l'avant. Là. Tu sais, moi, je fais pas de la politique malgré mon handicap. Non. Je fais de la politique, c'est ça, en tant que personne handicapée, mais je le mentionne parce que ça demeure très présent. Tu sais, c'est sûr que Canal M est très sensibilisé au sujet, mais hors de notre monde, on va encore beaucoup avoir le discours, tu sais, malgré le handicap. Mais... Est-ce que ça va vous obliger, une fois élu, de faire des choix parmi vos activités? Parce que vous êtes déjà présente à plusieurs tables à titre de représentante des personnes qui ont une mobilité réduite ou des personnes qui vivent avec une situation de handicap. Vous êtes souvent la porte-parole dans plusieurs instances. Vous allez peut-être être obligé de faire des choix. Puis, en même temps, est-ce que vous ne perdrez pas votre aura d'être impartial? Parce que là, vous allez être attaché vous êtes identifié avec un parti et donc avec tout ce qui s'y rattache et les différentes politiques, parce que peut-être qu'à quelque part dans la plateforme, il y a des choses qui vous interpellent moins, mais vous allez devoir vivre avec. Mais en fait, moi, au cours des 4 dernières années, j'ai siégé sur le conseil d'administration de la Société de transport de Montréal exact. En tant que représentante des clients du transport adapté. Donc, évidemment, là, vous comprendrez que je ne solliciterai pas un deuxième mandat dans cette fonction-là parce que je souhaite être élue. Donc c'est sûr que mon emploi du temps change, mes fonctions vont changer. Ce qui va m'occuper à temps plein, c'est le rôle de conseillère d'arrondissement. Là. Je sais que c'est ça, certaines personnes se posent parfois la question, est-ce que c'est un travail à temps plein? Mais de ce que j'en vois, c'est vraiment, vraiment du temps plein. C'est rassurant que ce soit perçu comme étant à temps plein, parce que ce serait un peu inquiétant pour vos électeurs de croire que vous faites ça juste le samedi matin. Là. Oui, c'est ça, mais non, c'est ça. C'est du gros temps plein. Donc, c'est sûr que c'est un changement pour moi là, au niveau professionnel, l'occupation de mon temps. Puis, c'est un choix que j'ai fait. Puis, ça vient avec ses avantages et parfois certains petits inconvénients. C'est sûr que parfois, on peut ne pas être d'accord avec certaines choses, puis que ça peut nous faire en sorte qu'on s'endort un petit peu moins bien le soir, mais ça fait partie du travail, puis de tellement de travail aussi. Et je pense que dans tous les milieux de travail, parfois, on peut vivre certaines frustrations, mais en même temps, je pense que je vais être super bien placée pour pouvoir exprimer certains points de vue différents parfois avec mes collègues. Tu sais. Tout à fait. Et la campagne en fauteuil roulant, comment ça va? Parce que il y a beaucoup d'escaliers qui montent en colimaçon au 3e étage par chez vous. Là. Oui, vraiment. Mais en fait, dans mon porte-à-porte, je fais essentiellement les rez-de-chaussée. Oui. Puis en raison de la COVID, de toute façon, on garde nos distances. Donc, ça pose moins de problèmes. Donc, c'est pas les portes qui manquent. Non, d'accord. Donc, c'est ça. Puis, il y aura d'autres opportunités, peut-être des assemblées de ruelles ou des choses comme ça, où là, les gens viendront à moi. Parfois, il y a plusieurs marches et les gens vont sortir de chez eux. Puis on discute sur le trottoir. Là. Bon, on vous souhaite du beau temps pour ces réunions-là. Puis, on vous souhaite aussi qu'il y ait une vague, d'avoir quelqu'un qui parle d'accessibilité. Ça va faire du bien à tout le monde qui en ont besoin. Voilà, et nous sommes nombreux. Merci beaucoup, Laurence, et on se reparlera peut-être à la mi-novembre. Super, mais merci beaucoup à vous. Merci. J'ai vu un matin un vieux robineux m'a tendu la main pour une scène ou deux. C'est pas drôle dans la rue quand il faut dormir dans des fonds de ruelles. Ça peut pas être pire, rien dans le fond de l'écuelle. Peux-tu t'en sortir si tous les poignets dans leur petite misère se disait calvaire, il est
temps d'arrêter, ça irait peut-être mieux. Un coup de pied dans le cul, ça peut réveiller. Quand personne ne sait plus pourquoi travailler, c'est donc toujours plate. J'ai le goût de m'en aller quelque part. Je voudrais sacrer le camp. Plus ça va, plus ça devient mort. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi, sans qu'on me mange le dos. Laisse-moi donc tranquille le soir, brailler comme il faut. Ta job, tu sais plus où te mettre. T'as plus l'air ben sobre, 3 tavernes de fête. Comment va ta vie? Dépêche-toi bonhomme, sors vite de ta crasse. Trouve donc t'es un homme, puis trouve-toi une place. T'as plus tellement de temps, mais y'a rien à faire, les patrons veulent plus. Tu vaux plus bien cher, t'es trop nul en rue, t'es un gars fini. La maudite machine qui t'a avalé, elle marche en colline. Faudrait la casser, faudrait la casser. J'ai le goût de m'en aller quelque part. J'voudrais sacrer le camp. Plus ça va, plus ça devient bon. C'était plus beau avant. J'aimerais ça être bien chez moi, sans qu'on me mange le dos. Laisse-moi donc tranquille le soir, brailler comme il faut. Oh, le groupe Octobre, la maudite machine. On retourne dans le milieu des années 70. Pierre Flynn, Jean Doré, Mario Légaré, Pierre Hébert. Jean Doré et Pierre Flynn étaient des cousins. Ils étaient des cousins aussi d'un de mes bons amis. Alors, j'ai écouté probablement ce disque-là alors que je ne savais pas encore être capable de faire la distinction entre Octobre et Crise d'Octobre. Mais voilà, un vieux souvenir et qui nous amène maintenant à la revue de presse. On parle du souvenir, puis maintenant on parle du présent avec Christiane Campagna. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers médiatique, le reflet de notre réalité? Aujourd'hui, on va rester pas mal chez nous. Mm-hmm. Tout d'abord, on a eu récemment, via Radio-Canada, des nouvelles de Jonathan Marchand, à qui on a parlé tout à fait. Quelques reprises. Donc, il est finalement sorti du CHSLD où il habitait depuis 10 ans et a aménagé dans un appartement. Il considère, lui, que c'est une véritable libération. On rappelle que Jonathan vit avec une dystrophie musculaire. Il dit qu'en 2 semaines, il a pu faire davantage de sorties qu'il n'en faisait normalement en CHSLD pendant une année complète. Ouf, oui. Pardon. C'est les allergies. Ce sont les allergies de septembre. Voilà. Alors, pour quitter ce CHSLD à Saint-Anne-de-Beaupré, il a dû signer une entente avec le CIUS de la capitale nationale.
Finalement, ça fonctionne avec le chèque emploi-service que certains de nos auditeurs connaissent. Donc, un programme du gouvernement qui lui donne 189 heures de soutien à domicile par semaine, c'est-à-dire 27 heures par jour. Parce qu'il vit grâce à un respirateur artificiel. Donc, il y a toujours quelqu'un avec lui. Là, si vous dites 27 heures par jour, c'est qu'il y a parfois 2 personnes en même temps. Oui, c'est ça. Je trouvais ça drôle, la journée de 27 heures. Là, c'est une autre notion. Mais ça vient, bien entendu, avec des responsabilités, puisque le chèque emploi-service, c'est la personne elle-même qui est chargée de faire les embauches et de faire les horaires. Et le risque qui est souvent évoqué par les gens, c'est le risque de bris de service. Oui, d'accord. Parce que si jamais la personne a une offre pour un emploi plus lucratif ailleurs, parce que c'est pas nécessairement les salaires les plus avantageux du réseau si on compare à travailler pour un CLSC ou travailler en CHSLD. Alors, parce que s'il ne parvient pas à respecter les termes de l'entente ou si son état de santé se dégrade, évidemment, le réseau de santé pourrait le contraindre à retourner vivre en institution. Il croit qu'il vient quand même de prouver que c'est possible de sortir les adultes lourdement handicapés des CHSLD. Par contre, il souligne que pour l'instant, vu que le projet pilote a échoué... ça l'a tombé à l'eau, ça. Que ça devient une affaire individuelle, de combat individuel, et que selon la capacité, les connaissances, il y a des gens qui sont plus forts pour mener des luttes, disons, un peu politiques, là, que on arrive à un résultat inégal. C'est peut-être pas tout le monde qui réussiront à sortir comme il l'a fait. Je comprends. Il y a en juillet 2020, Jonathan Marchand faisait un coup d'éclat. Il sortait du CHSLD, il allait devant l'Assemblée nationale, s'enchaînait littéralement après une clôture. Ça a amené des discussions avec les autorités, beaucoup de médiatisation. Et après tout ce combat, lui, il sort du CHSLD, mais il y en a des milliers qui y sont encore. Puis il n'y a pas de structure toujours pour les accueillir. Non, c'est ça. Et il y a aussi, on souligne cette capacité à gérer ce chèque emploi-service. C'est comme être... chef de sa petite entreprise, c'est peut-être pas un talent partagé par tout le monde, c'est une question d'affinité aussi. Parce que Jonathan Marchand, avec d'autres, ont mis sur pied une coop pour permettre justement à ce qu'il y ait un regroupement des ressources pour que ce projet qui, en fait, existe ailleurs dans le monde, là, c'est pas, on n'invente pas la roue ici, puisse être reproduit au Québec, mais on a l'impression que, bravo Jonathan, mais maintenant il est tout seul sur son île et puis... tous ses collègues, tous ses camarades d'aventure, eux, sont encore en naufrage. Tout à fait. Et pour poursuivre dans les iniquités, c'était dans la presse, il y a une rubrique dans la presse qui s'appelle « Avez-vous des questions sur nos éditoriaux? » Les auditeurs envoient une question à laquelle, dans ce cas-ci, Philippe Mercure tente de répondre. Et c'était que les médaillés des Jeux olympiques reçoivent un important prix en argent. Oui. Mais pas ceux des Jeux paralympiques. En fait, c'est un système de bourses qui font que les médaillés aux Jeux olympiques reçoivent 20 000 $ pour une médaille d'or, 15 000 $, pour une médaille d'argent et 10 000 $ pour une médaille de bronze. Et aux Paralympiques, ça n'existe pas. Ils ont un soutien, mais ils n'ont pas celui-là. Il n'y a pas de récompense à l'excellence. Comme quoi, les athlètes paralympiques sont sympas, mais ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas à la même hauteur. Ça remonte au fait que c'est 2 comités olympiques distincts, le comité olympique canadien et le comité paralympique canadien qui gèrent le développement des athlètes, et ils n'ont pas les mêmes budgets. Exact. Celui du comité olympique est largement supérieur, et la majorité provient de commandites, de partenariats avec des entreprises, mais aussi de profits engrangés par les Jeux de Calgary en 1988, ce que j'ignorais. OK. Et en 2015, le comité paralympique a créé une fondation, mais ils n'ont pas encore les moyens d'offrir ce genre de bourse-là. Ça remonte à très loin. Là. Le journaliste a parlé à Chantal Petitclerc, qui aurait eu bien des bourses. Hein? On pense récemment, on pense au nombre de bourses qu'aurait eu Benoît Huot. On pense à Aurélie Rivard aux 2 derniers Jeux. Exactement. Aux États-Unis, ils ont réglé la question en fusionnant les 2 C'est arrivé il y a quelques années et ça a été applaudi par les athlètes et entraîneurs et tout l'appareil paralympique américain. Cependant, vous voyez, Chantal Petitclerc n'y est pas favorable. La crainte, d'un autre côté, c'est qu'on se retrouve avec une grosse organisation dans laquelle, quand même, il y a des jeux qui sont plus importants que les autres.
On parle aussi de la possibilité que ce soit le gouvernement qui remette les primes. Ça se fait dans d'autres pays, comme en Italie ou à Singapour. Mais Philippe Mercure termine en disant pourquoi les entreprises ne sautent pas sur une telle organisation. Ça me fait penser à une question de poule et d'œuf. Si le public ne connaît pas le sport paralympique, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas suffisamment... Il y a eu des progrès, on en convient. S'il n'y a pas suffisamment de représentation médiatique des exploits, des dépassements de ces athlètes-là, évidemment, à ce moment-là, les commanditaires corporatifs sont moins prompts à être au rendez-vous, il y a moins d'argent dans la caisse, et donc, il n'y a pas les mêmes bourses. Dans les bons signes, il y a peut-être le fait que durant les derniers Olympiques, on a pu voir Aurélie Rivard dans beaucoup de publicités, des publicités de Visa. Entre autres, dans la publicité de Visa, c'est particulièrement marquant parce qu'elle était aux côtés d'athlètes des Olympiques réguliers. Exact, tout à fait juste. Donc, peut-être que cette ouverture-là du côté de la publicité, ça montre une ouverture du côté des entreprises qui font que peut-être qu'on pourrait financer ce genre de programme. Notre coureur Brent Lattacoste de Dorval, ici, a une feuille de route prestigieuse. Il s'est dépassé. Toutes les distances. On ne voit pas ça dans les Olympiques réguliers, quelqu'un faire autant le marathon que le 100 mètres. Exactement. Puis ça demande tout un entraînement et une capacité physique remarquable pour être capable de s'adapter aux deux types d'efforts. Il serait tout à fait un excellent porte-parole pour une entreprise parce qu'il serait un excellent porte-étendard, si je peux dire. Et il est bilingue. Donc, on a encore du chemin à faire. Oui, tout à fait. De même, on a fait du chemin, mais il y a encore quelques obstacles pour ce qui est du vote. C'était une autre rubrique semblable avec une question du public, mais cette fois-ci du côté de CBC News, qui a amené un journaliste à s'intéresser à la question de l'accessibilité des élections. Il y a différents... Que ce soit pour s'informer aussi sur comment voter avant les élections. Bon, Élections Canada offre de l'information maintenant. Son guide existe en ASL, en LSQ. On peut le recevoir sous forme de vidéo, en braille, en gros caractères, sous forme de CD audio. Mais il y a aussi des obstacles du côté des urnes, notamment pour les personnes ayant un handicap visuel. Oui. Cet après-midi, je m'en vais voter, puis ils vont entendre ma canne se déplier quand je vais rentrer dans le bureau, puis j'ai bien hâte de voir l'accueil que je vais avoir. C'est ça, des enjeux de confidentialité, puisqu'on doit, quand on est complètement aveugle, compter sur quelqu'un d'autre pour voter pour tout à fait. Même si les personnes font des jures, là, j'ai lu en anglais, c'est des oaths, un serment. Mais bon, c'est la bonne foi. Parfait. Merci beaucoup, Christiane. Je vous en prie. Puis on se reparle la semaine prochaine de quelque chose d'autre qui se passera sur notre planète bien-aimée. Absolument. Voilà. Écoutez Sans détour avec François Beauregard. Bonjour, de retour. La société Humanware, que plusieurs d'entre nous connaissons à titre d'usagers, de clients. Humanware est une entreprise qui existe déjà depuis 30 ans, basée à Victoriaville, fondée ici au Québec et qui est maintenant une entreprise planétaire. On a le bonheur d'avoir avec nous aujourd'hui M. Michel Pépin, qui est directeur des ventes au Canada chez Humanware. Bonjour, M. Pépin. Bonjour, M. Beauregard. Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Parlez-nous un peu du début de Humanware, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Bien, absolument, mais comme vous avez mentionné, la compagnie Humanware existe depuis plus de 30 ans et on est basé à Drummondville. Vous aviez dit Victoriaville, je voulais juste faire désolé. Vous avez raison de me reprendre. On est basé à Drummondville avec le siège social et on a un bureau aussi à Longueuil qui couvre surtout ce qu'on touche le marketing et la recherche et développement. Humanware, moi c'est sûr, ça fait pratiquement 20 ans que j'étais avec la compagnie, donc ça a débuté un petit peu avant moi. Et c'est vraiment M. Gilles Pépin et Yves, qui avait son partenaire d'affaires, qui avait développé, en sortant de l'université, qui a été approché
pour développer un lecteur numérique. C'était vraiment le début de Visuaide à cette époque-là, qui était une petite compagnie québécoise qui a été mise sur pied. Et par la suite, à travers les livres, je vais appeler ça les appareils pour lire les livres numériques. Il s'est développé, c'est sûr qu'on a pris beaucoup d'ampleur avec tout ce qu'on appelle les Victor Reader, qui sont bien connus à travers le monde. Et par la suite, il y a eu quelques fusions d'entreprises avec une compagnie qui s'appelait Pulse Data de la Nouvelle-Zélande, et qui est devenu Humanware par le fait même. Et par la suite, en 2014, on a fait un important partenariat stratégique avec la compagnie Essilor Luxottica. Oui, qui est un leader mondial Exactement, au niveau des lentilles et des... oui. Exactement. Donc, c'est un petit peu l'évolution, là, je vous dirais, très rapide de comment on a débuté jusqu'à qui on est aujourd'hui. Et on est vraiment... on se considère vraiment comme étant un des leaders mondial au niveau du développement des solutions qui sont intuitives, très ingénieux aussi au niveau pour prendre les gens qui vivent avec une basse vision, une cécité, les rendre les plus autonomes possibles pour qu'ils puissent participer activement dans la vie de tous les jours et dans le monde dans lequel on connaît aujourd'hui avec toutes les technologies qui s'y rapprochent. Parce que c'est certain que, notamment la technologie d'il y a 30 ans, ou ce qui existait sur les tablettes comme outillage ou pièces de technologie, puis ce qui existe aujourd'hui, c'est très différent. Il y a 30 ans, l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas. Le monde a beaucoup évolué depuis cette époque-là. Alors, comment est-ce que ça l'a influencé sur le type de produit que vous avez été capable de développer? Qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites, dis-je, que vous n'auriez pas pu concevoir il y a 30 ans déjà? Bien, c'est sûr que le but de Humanware, c'est de pouvoir vraiment de regarder toutes les technologies courantes sur le marché, les technologies à venir aussi, donc les prochains types de technologies. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle, c'est absolument quelque chose qu'on regarde aussi. Et dans le fond, le but, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de pouvoir trouver des façons les plus intuitives possibles d'adapter les technologies qui sont développées pour le grand public, donc pour les gens voyants, et d'adapter ça le mieux possible pour les gens qui font partie, qui vivent avec une basse vision ou une cécité. Donc, oui, la technologie, je vais vous donner un produit par exemple, à titre d'exemple, qui est un produit pour l'orientation, qui a porté plusieurs chapeaux au cours de sa vie, parce qu'il y a eu des évolutions. Lorsque le premier produit d'orientation, de mobilité, qui avait été créé il y a tout près de 20 ans. On parlait vraiment d'un ordinateur, un laptop avec plusieurs types d'antennes qui sortaient d'un backpack sur le dos. C'était encombrant pour le moins. Oui, très encombrant, exactement. Et aujourd'hui, on parle d'un appareil qui est de la grosseur à peu près d'un téléphone intelligent et qui est dans votre main avec... C'est sûr qu'avec les technologies, la manière que les technologies ont évolué, ça permet d'utiliser les technologies grand marché aussi pour être capable de procurer le plus d'accessibilité possible. Donc, ce produit-là qu'on appelle le Trek présentement permet aux usagers tout simplement de pouvoir aller du point A au point B tout en se faisant fournir le type d'information sur la rue sur laquelle il se trouve, les adresses civiques alentours, les points d'intérêt. Vous pouvez programmer votre appareil pour pouvoir vous amener du point A au point B, vous dire où tourner, quand tourner, peu importe que vous soyez dans une voiture ou si vous marchez. Donc, je vous dirais, il y a 20 ans, 15 ans, même cette technologie-là, on la travaillait et c'est où on est aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait être capable de pouvoir y arriver, mais on était limité aussi à ce moment-là avec les technologies du temps. Donc, l'évolution de la technologie, comme elle se fait très rapidement, on le voit que ça se développe à une vitesse extraordinaire, géométrique. Notre rôle est vraiment de regarder ce qui s'en vient et de trouver des façons intuitives pour adapter ces technologies-là pour les gens qui sont basse vision et cécité. Et votre clientèle se segmente aussi. Il y a une partie importante de la population qui vit avec un handicap visuel, qui est une population vieillissante, qui a des besoins qui lui sont particuliers. Puis vous avez aussi comme une plus jeune génération de personnes handicapées visuelles qui, elles, sont nées avec la technologie ou sont moins
ont un rapport avec la technologie qui est beaucoup plus facile parce qu'ils l'utilisent de d'autres manières. Est-ce que vos produits représentent cette segmentation-là? Parce que vous pouvez avoir un client ou une cliente qui a 78 ans, comme vous pouvez en avoir un ou une qui en a 18. Absolument, non. Puis vous touchez un très bon point aussi, M. Beauregard. C'est clair que les plus jeunes qui sont nés, ce que j'appelle qui sont nés avec la technologie ou la technologie intelligente dans leurs mains, versus les gens qui ont évolué avec la technologie au cours des années, c'est très différent. Donc, la majorité de nos produits vont être adaptés pour justement répondre. Je dirais pas que nos solutions répondent à tous les besoins de nos consommateurs, parce qu'on sait que chaque consommateur a un besoin qui va selon leur propre réalité, mais on développe nos produits pour s'assurer qu'ils aient une simplicité d'utilisation, qu'ils soient intuitifs à utiliser, et pour certains dont la technologie ne les effraie pas, mais on a aussi des produits très connexes avec les produits plus de base, dans lesquels on intègre beaucoup plus de technologies de pointe qu'on connaît aujourd'hui. Je vais vous donner juste un exemple au niveau des téléagrandisseuses dans la basse vision. On a des téléagrandisseuses et de tables, de poches portables qui sont extrêmement simples à utiliser, mais on offre aussi une gamme dans la même série de ces téléagrandisseuses-là qui viennent avec d'intelligence intégrée. Donc, ça veut dire l'utilisation des tablettes intelligentes dans lesquelles nous intégrons du téléagrandissement qui fait en sorte que la personne a sa téléagrandisseuse comme elle a besoin, mais elle est aussi capable d'utiliser toute la partie, je vais dire un mot anglophone un peu PC, donc la partie tablette, connectivité, pour lui permettre d'être très productif à travers une unité au lieu d'utiliser plusieurs types de formats. Au lieu d'avoir une agrandisseuse à droite puis une tablette à gauche, là, tout est intégré, mais en même temps, il ne faut pas que ça devienne rébarbatif pour les personnes pour qui la technologie est peut-être une plus haute marche à gravir. Exactement. Là. Exactement. Je vous dirais la base vision est souvent aussi là qui reste quand même qui est un énorme marché pour nous puis qui reste peut-être aussi un marché qui est peut-être un peu plus difficile à percer. Je m'explique quand je dis ça dans le sens que justement vous me parliez des gens d'un certain âge, donc 70, 80, dont beaucoup d'entre eux ont quand même évolué avec la technologie, ils veulent utiliser la technologie, mais on sait qu'il y a des gens pour lesquels la technologie peut être un peu plus effrayant, donc ou effrayé, devrais-je dire. Alors oui, donc on développe ce même type dans la même famille de produits. On développe des appareils relativement très, très faciles à utiliser avec quelques boutons, mais qui permet de faire exactement le rapport ou le but du besoin de chacun de ses clients. Encore une fois, on ne dit pas qu'on répond à tous les besoins de tous les clients, mais on cherche à aller quand même cibler une population vieillissante, surtout pour la basse vision, dans laquelle les gens vont être capables de retrouver des produits auxquels ils vont être capables de se familiariser rapidement, exactement, et de dire ça répond bien à mon besoin. Vous l'avez mentionné tout à l'heure en entrée de jeu, vous avez maintenant un partenariat mondial avec Essilor. Comment ça se traduit dans les services que vous pouvez offrir? Bien, le partenariat avec Essilor, définitivement, c'est un partenariat très stratégique et qui nous permet, nous, d'avoir un partenaire qui est quand même, on parle d'une compagnie qui est globale et qui est quand même une compagnie de grosse envergure, qui permet d'être capable d'investir des sommes relativement importantes pour le développement de nouveaux produits. D'accord. Donc, on le voit beaucoup à travers les investissements qu'on peut aller chercher avec Essilor Luxottica, mais aussi de travailler en fonction avec eux pour développer le marché, j'ai appelé ça le marché de la basse vision surtout, à travers tous leurs points de centre, leurs points de vente. Je dirais, c'est un processus qu'on a commencé, qu'on initialise. C'est un processus de longue haleine aussi, mais on est en train de pouvoir vraiment, ce que j'appelais fermer la boucle. Donc, dans le sens qu'on va chez notre opticien, on fait un examen de vue, notre opticien nous dit, bon, vous pouvez utiliser une prescription de lunettes, et parfait, vous ressortez, tout est beau. Mais pour les gens dont les prescriptions de lunettes ne sont plus assez fortes, que les opérations, je parle de la dégénérescence maculaire, le glaucome, que les opérations ne suffisent plus. Donc, ces gens-là doivent regarder à la prochaine étape qui est de l'utilisation de produits de basse vision, comme exemple. Donc, en fait, ça permet de faire une offre intégrée. Exactement. Ça évite que la personne ressorte de chez son opticien les mains vides.
déjà, au moins, ça lui permettra d'avoir une piste de solution, quelque chose comme ça. C'est surtout, on est plus à la création pour que les gens soient au courant et se fassent informer au lieu de se faire dire, moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Et c'est ce qu'on travaille présentement avec beaucoup de centres optiques à travers le Québec principalement. Et on va prendre l'expansion à travers le Canada. On fait de même en Australie. On commence aussi aux États-Unis. Donc, le but, c'est d'être en mesure de pouvoir fournir l'information à nos clients et si on peut même servir cette clientèle-là à travers certains produits de base. C'est vraiment l'objectif et c'est un peu ce qu'Essilor Luxottica, l'entente qu'on a avec eux au niveau vente, je vous dirais, nous permet d'aller réaliser à court et à moyen terme. C'est super. Je vous remercie beaucoup, M. Pépin. M. Pépin, vous êtes directeur des ventes au Canada chez Humanware. Humanware, une compagnie que l'on a appris à connaître par la force des choses. Alors, ça nous fait plaisir de maintenant d'en entendre parler autrement. Merci. Bonne journée. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, M. Bourret. Il est permis de rêver d'un monde meilleur. Oui, tout à fait. Nous avons avec nous Julien Racicot, qui est candidat de Ensemble Saint-Bruno, à Saint-Bruno de Monterville aux élections municipales de novembre prochain. Candidat dans le district numéro 1 à Saint-Bruno. Bonjour Julien, comment allez-vous? Bonjour François, ça va très bien, merci, vous? Ça va bien, merci. Vous vous êtes lancé en politique et pourtant, c'est pas parce que vous vous ennuyiez, vous faisiez beaucoup d'autres choses avant de jeter votre dévolu sur la scène municipale. Si on fait un petit retour en arrière, vous avez été victime d'un accident d'auto quand vous étiez assez jeune, puis ça ne vous a pas empêché de faire toutes sortes de choses dans la vie, entre autres de l'immobilier.
créé une fondation dont on reparlera tout à l'heure. Et puis maintenant, c'est de la politique. Pour un entrepreneur, quelqu'un qui est habitué à prendre ses décisions puis à foncer, faire partie d'un ensemble comme ça peut paraître surprenant. C'est pas une contrainte? Écoutez, ça peut peut-être paraître peut-être paraître comme une contrainte d'un côté, mais de l'autre côté, moi, je vois ça comme une opportunité de poursuivre ce que je fais déjà avec la Fondation Adapte-toi, mais à plus grande échelle et d'une façon différente. Je m'explique, c'est que je crois, en tout cas mon désir, en m'impliquant en politique municipale dans ma ville natale, et de, entre autres, faire avancer la cause des gens en situation de handicap, faire la promotion de l'accessibilité universelle et ultimement de voir à ce que de plus en plus d'immeubles municipaux, de commerce soient accessibles aux gens, autant en fauteuil roulant, en situation de handicap physique que visuel, et même pour les personnes en perte d'autonomie. Et je pense également que la majorité, ou en tout cas une bonne part de la population qui ont leur mobilité complète pourront aussi en profiter parce que je pense juste à des parents qui ont des jeunes enfants avec une poussette, qui font face à une porte. L'ouvre-porte peut très bien les aider. La même chose lorsque des escaliers, s'ils peuvent passer par la rampe d'accès, ça peut les aider également. Donc, je pense qu'il y a une bonne partie de la population qui peut profiter de ces adaptations-là. Est-ce que vous décririez Saint-Bruno en ce moment comme étant une ville accessible ou au contraire est-elle derrière la parade? Dépendamment des immeubles, c'est sûr qu'il y a des immeubles qui sont plus vieux, qui font partie un peu du patrimoine de Saint-Bruno. C'est toujours un petit peu plus difficile à adapter, mais encore là, vous voyez, on a au lac du village le vieux presbytère qui a été le premier presbytère à Saint-Bruno, qui a été adapté. Donc, il y a une rampe d'accès qui a été installée, un ouvre-porte, et là, éventuellement, la salle de bain également va être adaptée à l'intérieur. Il y a une volonté déjà de la part de la municipalité de rendre les lieux accessibles et adaptés. D'ailleurs, la ville s'est dotée d'un plan d'accessibilité pour les 3 prochaines années. Et en fait, moi, avec considérant que je vais être élu, j'aimerais pousser ça plus loin encore. Mais je pense qu'il y a à Saint-Bruno, c'est déjà adapté, mais il y a encore du travail à faire. Oui, puis tout ce qui s'en vient aussi. Il faut pas juste adapter ce qui existe, il faut aussi concevoir ce qui s'en vient. Puis être sûr d'en discuter en amont plutôt qu'en aval. Mais dans votre ambition politique de créer ou de faire bouger des choses, vous souciez aussi beaucoup des jeunes et de leur participation à la vie citoyenne. Tout à fait. Juste pour revenir, pour faire du pouce un peu sur ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord que l'accessibilité universelle, l'accessibilité des immeubles doit être intégrée dans la pensée, dans l'approche globale de la ville et non être vue par la suite. Comme une patch. C'est pas une patch qu'on met une fois que c'est fait. Non, c'est ça exactement. Ça doit faire partie de la réflexion. Et deuxièmement, je veux juste vous mentionner, mon implication politique n'est pas par ambition politique, mais bien parce que, je suis natif de Saint-Bruno, ça fait plus de 40 ans que je demeure ici, et j'ose croire que je peux contribuer à faire évoluer ma ville dans le bon sens et contribuer au mieux-être de la population montarvilloise. Donc, c'est l'intention que j'ai derrière mon implication en politique municipale. Et comme vous l'avez mentionné, la participation citoyenne des jeunes est extrêmement importante, je crois. Et pour avoir vécu mon enfance, mon adolescence à Saint-Bruno, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour justement améliorer
les services auprès des jeunes, améliorer l'accompagnement également auprès des jeunes. Je suis déjà impliqué par rapport à tout ce qui touche la persévérance scolaire, la persévérance dans la vie en général. Et une des raisons pour laquelle j'ai accepté de me présenter en tant que conseiller municipal et que j'aimerais justement pouvoir m'impliquer auprès des jeunes pour pouvoir discuter avec eux et voir ce qui pourrait être fait pour justement améliorer leur quotidien et les inciter à plus participer à la vie citoyenne. Parce que souvent, pour les jeunes dans les municipalités, il va y avoir des services de loisirs avec des choses organisées de sport ou d'activités plutôt récréatives, mais il y a comme souvent... Il y a des jeunes qui n'accrochent pas à ça, puis qu'il faut quand même amener à participer à la vie de la ville. Vous avez été un constructeur, un acheteur, un développeur dans l'immobilier. Alors ça, c'est un domaine que vous connaissez bien. Puis, il y a des problèmes d'accessibilité au logement partout. Il y en a aussi à Saint-Bruno. Oui, puis on parle, quand on pense accessibilité, il y a l'accessibilité au niveau de architectural pour l'adaptation, pour les gens qui ont des handicaps physiques, mais il y a aussi au niveau de l'accessibilité par rapport au coût des loyers et au coût des taxes. Donc, il y a des choses qui peuvent être faites, qui doivent être faites, je dirais, à Saint-Bruno, parce que Saint-Bruno est une ville où le coût d'accès, le coût d'accès au logement augmente énormément. Et il y a des choses qui doivent être faites par rapport à ça, dont des loyers abordables au niveau du développement des immeubles à logement et également au niveau des taxes. Je peux pas rien annoncer par rapport à ça. Moi, il y a plusieurs éléments, je pense, sur lesquels on peut travailler pour faciliter l'accès aux gens qui ont des revenus plus faibles. Oui, parce qu'avec ce qui se passe dans le domaine immobilier, comme vous le savez très bien, au cours des dernières années, les acheteurs de première maison, là, ça devient presque impossible, à moins d'être dans une situation privilégiée là, ou de s'endetter jusqu'aux oreilles. En plus de ce que vous faites en politique municipale ou ce que vous voulez amener du côté-là, vous avez une fondation qui s'appelle Adapte-toi. Et dans cette fondation-là, vous avez, entre autres, constaté qu'il y a des iniquités quant aux agents payeurs. On va aller de ce côté-là. Vous avez été vous-même victime d'un accident de la route et c'est comme ça que vous êtes retrouvé quadriplégique puis en fauteuil roulant. Puis vous vous êtes aperçu que selon la nature ou l'origine de notre handicap, on n'est pas traité de la même façon. Malheureusement, effectivement, oui. En fait, il y a une disparité entre les accidentés de la route, les accidentés du travail, qui ont ce qu'on appelle un agent payeur, donc soit la Société d'assurance automobile du Québec ou la CNESST dans le cas d'un accident du travail, et les autres, exemple, qui se retrouvent paralysés suite à un accident de plongeon, une complication médicale, certains, c'est des maladies auto-immunes ou un kyste qui atteint la moelle épinière. Ces gens-là ont accès à presque une très légère aide financière pour adapter leur domicile en fonction de leur handicap et également pour avoir accès à du personnel qui vienne pallier à leur incapacité physique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer la Fondation Adapte-toi qui vient aider certaines de ces personnes-là. Mais malheureusement, la Fondation ne peut pas répondre à tous les besoins et le gouvernement aussi doit répondre, doit voir à ses responsabilités. Puis je pense qu'à ce niveau-là, il y a du travail à faire, un travail énorme à faire même. Oui, parce que c'est un peu ridicule que selon l'origine d'un malheur, on ne soit pas compensé de la même façon. Là. C'est comme... on est doublement malheureux si notre situation d'handicap a une origine qui est moins bien couverte. Hein? C'est fou absurde. À dire comme ça, oui. Exactement. Quand ça se peut que vous soyez élu, ça se peut que vous soyez dans l'opposition, ça se peut que vous soyez défait.
Mais quoi qu'il en soit, là, quand vous allez, si vous regardez derrière vous dans quelques années d'ici, est-ce qu'il y a un projet en particulier que vous souhaitez amener à terme à Saint-Bruno, même si vous n'êtes pas membre de l'équipe gagnante, par exemple? Bien, c'est sûr qu'en faisant mon porte-à-porte, en me promenant à Saint-Bruno, en discutant avec les gens, ça me permet d'identifier plusieurs enjeux. Et advenant que je ne sois pas élu, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. En fait, je vais pouvoir... je veux pas dire militer parce que je sais pas si on peut appeler ça du militantisme, mais je vais pouvoir quand même faire valoir certains dossiers, travailler certains dossiers, représenter plutôt certains dossiers pour qui me tiennent à cœur et que je veux faire avancer, dont, comme je le mentionnais tantôt, certains dossiers pour les jeunes et également pour la sécurité. Autant, tu sais, quand je me promène dans les rues, je vois qu'il y a des enjeux de sécurité là sur plusieurs artères et ça touche autant les gens à mobilité réduite que les jeunes familles qui se promènent avec des enfants en vélo, même les personnes qui se promènent à pied. Donc, je pense que c'est des enjeux qui sont importants, qui doivent être traités. Et même si je ne suis pas élu, c'est sûr que je vais continuer à pousser dessus. À travailler sur ces dossiers-là. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Racicot, puis on vous souhaite d'avoir une campagne fructueuse, qu'on ait le plaisir de vous parler dans un autre rôle que simple candidat rendu à la mi-novembre. Puis j'aimerais aussi remercier Jean-Sébastien Laliberté pour son expertise et sa patience, et Christiane Campagna, dont la curiosité ne connaît aucune frontière. Quant à nous, on se revoit tous, on se reparle lundi prochain à Sans détour.